Bonjour monsieur, merci. Est-ce qu'en fait, de ce que vous dites, l'européisme est une forme de religion et elle s'explique aussi peut-être par la disparition de toutes les instances au XXe siècle, le Parti communiste, l'Église. On est arrivé à une sorte d'idéologie unique qui aujourd'hui est en crise, mais qui est peut-être pour une partie des dirigeants la seule, seule pensée, qu'est-ce qui reste d'autre à part ça? Donc, est-ce que c'est pas ça qui manifeste cette passivité? On ne sait plus où on va, mais il n'y a plus que ça et on tient tout de suite. Je comprends très bien votre question. Alors, vous remarquerez vous-même qu'il y a une petite contradiction entre deux parties de votre constat et de votre question. C'est si c'était une religion suppose une adhésion forte. Et vous dites vous-même, il n'y a plus que ça. Donc, ce n'est pas des propositions compatibles. Il faut... non, je ne dirais pas. Il ne me semble pas qu'il y ait une dimension religieuse dans l'Europe, même si elle a ses vrais croyants, c'est vrai. Mais c'est plutôt, à mes yeux, mais c'est un vrai sujet, que je n'ai pas la prétention de régler en 3 phrases, ça me semble plutôt une sorte d'accompagnement rassurant du modèle libéral. C'est un cataplasme politique sur un modèle de société libérale, qui s'appuie d'ailleurs sur un fait indiscutable, lui, qui est la communauté de culture et d'histoire européenne. L'Europe, c'est le continent qui a inventé le monde moderne et qui est en train de devenir le monde mondial. Donc il y a un fond à cette idée qui est certain, mais par ailleurs, c'est justement l'idée d'une coexistence harmonieuse de liberté privée sans contrainte politique, tout en étant une entité politique. C'est pourquoi je parle d'un accompagnement politique du modèle libéral. Je pense que c'est plutôt ça qui fonctionne que de parler de religion qui est très excessif, je crois, quand même. Oui, deux petits points. Vous avez commencé votre propos par le paradoxe apparent qu'il y avait entre les Français qui, au plan individuel, en moyenne, n'étaient pas si pessimistes que ça sur leur situation, mais qui, malgré tout, ça ne les empêchait pas d'être pessimistes quant à l'avenir. Je pense qu'en fait, ça recoupe parce que le constat de Durkheim sur l'homo duplex, en fait, on vit en tant qu'individu, on vit en tant que membre d'un collectif, et c'est dans son type collectif que le Français est malheureux, plus que dans sa vie, sa vie personnelle, même si elle peut avoir des problèmes. Mais enfin, c'est le type collectif français qui est souffrant. Mais sinon, vous avez parlé aussi du dispositif mitterrandien qui avait masqué le virage néolibéral avec l'Europe. Mais il y a aussi un autre aspect du dispositif mitterrandien que vous n'avez pas abordé et qui est très bien exposé, me semble-t-il, dans un livre que vous avez vous-même édité de Paul Lyonnais, Voyage au centre du malaise français, où il y a quand même aussi la substitution de la figure messianique du prolétaire. On lui substitue celle de l'immigré. Et tout d'un coup, le prolétaire, qui était le sel de la terre, en fait, va en une décennie devenir raciste, islamophobe, homophobe, va devenir le Dupont-Lajoie, les Deschiens, de Canal+. Et donc là, il y a aussi un certain aspect du dispositif mitterrandien dont on peut voir une lointaine expression aussi, me semble-t-il, dans le phénomène des Gilets jaunes. Oui, je suis tout à fait d'accord avec votre constat. Il y a simplement, je ne peux pas parler de tout, parce que le sujet est riche, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu l'instrumentalisation de l'antiracisme par Mitterrand a été en effet une manière de légitimer son tournant, qui est en fait le tournant de la désindustrialisation. S'il y a désindustrialisation, il y a déprolétarisation, ou création d'un nouveau prolétariat, d'un genre tout à fait différent, qui est en fait
le prolétariat, le sous-prolétariat d'un monde ouvert, hein, où il y a des masses de travail qui se déplacent comme ça, qui ne s'incarnent pas dans une classe ouvrière organisée avec une forte identité nationale, une forte organisation. Hein. Et d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel, je pense, le travail reste largement à faire. C'était un des sujets sur lesquels j'ai eu d'ailleurs beaucoup d'échanges avec Paul Vionnet, à l'époque où il était encore vivant. C'est ce que représente dans cet imaginaire libéral de gauche, hein, puisqu'il a deux versants. La force du libéralisme, c'est de tout concilier, c'est d'avoir un versant de droite, un versant de gauche. C'est en fait, que représente l'immigré dans cet imaginaire nouveau qui s'est mis en place à la faveur de la mondialisation? L'immigré, c'est l'individu par excellence, celui qui n'a aucune attache territoriale et qui n'a que sa propre identité, celle qui ne lui est pas donnée par une appartenance politique puisqu'il la déplace avec lui. Donc c'est une image très forte et effectivement ça a joué un grand rôle dans la capacité, dans l'impossibilité pour la droite classique de reprendre la critique de la politique mitterrandienne, puisque, pour une part, elle était à ce moment-là l'ouverture libérale qu'une droite conservatrice, à la Philippe Séguin, disons, par exemple, n'appréciait pas du tout. Il y avait un interdit d'aller loin dans cette critique, puisque on mettait en avant la figure de l'immigré comme symbole du monde ouvert. Et le fait est que, par absence de courage politique aussi, et refus de s'attaquer à une question très difficile, même les gens qui n'en pensaient pas moins n'ont pas osé affronter la question. Est-ce que vous ne pensez pas que ce que vous appelez le mitterrando-chiracisme, c'est-à-dire cette façon de faire les choses sans le dire, n'a pas un peu muté avec Macron, avec le fameux « en même temps » macronien qui finalement est l'art de dire tout et son contraire? Ah. Mais c'est un progrès. Vaut mieux dire tout et son contraire que de faire le contraire de ce qu'on dit. Enfin, il y a un grand débat philosophique sur les avantages et les inconvénients de chacune des formules qui ne sont pas optimales. Hein. Je ne vais pas les défendre, mais je tendrais... Je ne sais pas, il me semble que en même temps, on voit que justement, il y a une possibilité pour les gens qui écoutent un peu ce que dit leur gouvernant, de remarquer que ça colle pas. Alors que dans l'autre cas, il y a la mystification mitterrandienne a fonctionné d'une manière étonnante. Elle fonctionne encore aujourd'hui. C'était un personnage un peu diabolique hein, dans l'habileté politique. Il a réussi un coup rare dans notre histoire politique. C'est ça pour définir. Oui, vous avez à plusieurs reprises fait part de votre incompréhension devant la non-action ou le manque de volonté de répondre à une détresse ou à un vide politique ou quoi que ce soit de la part de nos élites depuis longtemps. Voilà, je pense que votre incompréhension de fois, il n'y a pas de souci, contrairement aux autres qui font semblant de ne pas répondre. C'est-à-dire, est-ce que vous avez envisagé à un moment que en fait, ces gens-là n'ont pas envie de répondre? C'est pas leur boulot, en fait. C'est plus des élites nationales, c'est autre chose. Ils se vivent autrement, si vous voulez. Ils se réunissent entre eux, ils se donnent des bons points, ils font des tables de Excel, ils font Bruxelles, à Washington. C'est plus des élites françaises, en fait. Et Macron, ça se voit, quand même. Enfin, il n'a que du mépris pour son pays. Non, je crois pas. Mais bon, là, c'est... C'est quand même un exemple assez frappant, quoi. Dès le début, les insultes, par ministre interposé, les insultes, la diabolisation... Ne mélangeons pas les ministres de Macron, qui sont un autre problème, hein, et lui. Je pense qu'il est assez différent de ses ministres, dans l'ensemble. Ils sont d'ailleurs divers. Hein. Non, je ne crois pas. Là, ça me semble pas juste. Parce que les élites dont vous parlez, elles existent, mais elles vont pas en politique. Elles en ont rien à foutre.
Et aujourd'hui, peut-être même que c'est un des gros problèmes que nous avons, c'est l'absence de personnel politique digne de la fonction. Parce que les gens les plus doués, les plus supposément au fait, les plus malins, ne vont plus en politique. Et vous dites, mais il faut être malade pour aller faire ce boulot. Pourquoi on gagne très bien, beaucoup mieux sa vie, on n'a aucun des ennuis que vous vaut l'exercice politique est quand même rude, hein, parce que on peut dire que Macron, il a payé de sa personne et il a été secoué d'importance. Hein, dans ces 5 ans, il a donné, comme dirait un supporter de l'OM. Mais non, je ne crois pas. Je crois que les vraies élites transnationales auxquelles vous faites allusion, elles se sont détachées du jeu politique et elles vivent sur le diagnostic de la paralysie des peuples. Et la nouveauté est là. C'est que, disons, tout le temps où on était dans la situation guerre froide, menace communiste, pour aller très vite, hein, il fallait, une partie de ces élites pensait que la politique c'était une chose très sérieuse. Parce qu'il y avait un containment à exercer à la fois sur le plan interne et face à une menace révolutionnaire et sur le plan externe face à l'Union soviétique et au bloc soviétique. Une fois que ce danger a été écarté, elles ont complètement abandonné la politique dans la conviction que de toute façon, bien sûr, qu'il va y avoir des manifestations, des soulèvements, des mouvements du type Gilets jaunes, etc. Mais ça n'a aucune importance, dès lors que ça ne déborde pas trop. Il ne faudrait quand même pas, effectivement, que ça aille jusqu'à la prise de l'Élysée, je ne sais pas quoi, qui suit. Non, on arrête, hein, on a quand même les forces de l'ordre pour limiter la casse. Mais la politique n'est plus leur sujet, et leur conviction profonde est que la politique n'est plus qu'une activité gestionnaire de niveau secondaire. Non, c'est même pas un job. C'est ça peut l'être. Ça peut l'être. Pour ceux qui ont besoin de développement personnel. Oui, merci beaucoup. Je vais rebondir sur la discussion qui était en cours il y a 30 secondes. Les élites en question, on pense à Bill Gates, Soros, etc., ils investissent quand même en faisant pression sur des orientations politiques. Ils ne sont pas complètement coupés de... Bien sûr. Il y a même une institutionnalisation tout à fait admise maintenant qui s'appelle le lobbying. Hein, c'est un nouveau partenaire du jeu politique auquel on ne pense pas assez et que, vis-à-vis de laquelle nos médias, même les plus exigeants, ne suivent pas d'assez près. Hein, vous avez, à Bruxelles, très officiellement, 10 000 lobbyistes américains. 10 000 enregistrés, puisque maintenant, dans un des grands soucis de transparence, vous devez déposer votre nom et votre raison sociale et manifester vos activités. Mais bien sûr. Et en France, on a trouvé une dénomination très intéressante pour cette activité. On appelle ça les affaires publiques. Il y a... On pantoufle après. On vient du secteur public pour passer aux affaires publiques. C'est pas les mêmes. On a le portefeuille d'adresse. Voilà. Non, mais plus fondamentalement, quand le bouquin de Macron, Révolution, quand on regarde ça, on se dit finalement il y a un certain nombre de réformes qui sont suggérées n'est peut-être pas le bon terme, par le FMI, l'OCDE, la Commission européenne depuis une trentaine d'années. Et Macron essayait de cocher les cases. Ici, c'est mal pris, mais il avait quand même son programme dès le départ. Et ce programme, on l'applique à l'Italie, à la Grèce, à l'Espagne, au Portugal, etc. Il y a un programme général qui vient de quelque part. Il y a ce catalogue de réformes structurelles du marché du travail, etc. Enfin, c'est une litanie parfaitement rodée. Oui, c'est vrai. Mais justement, la promesse macronienne était plus habile. C'était de dire on bloque
sur ces réformes depuis 30 ans, hein, parce qu'on les présente mal. Et moi, ce que je vais faire, c'était ça le sens du et de droite et de gauche, je vais faire ces réformes dans un esprit de compromis social, en leur donnant la contrepartie d'un accompagnement social qui va les rendre acceptables par le pays, parce qu'il est dans le... C'est quoi le logiciel général de la politique droite-gauche confondue, d'ailleurs, en Europe? C'est il faut une économie libérale qui dégage des productives et qui dégage de grands profits pour pouvoir opérer la redistribution. Et c'est le consensus. Alors, plus ou moins de redistribution. Ça n'est que ça. Hein, la différence gauche-droite aujourd'hui, c'est le niveau de distribution. Un peu moins à droite, un peu plus à gauche. Avec le curseur étant toujours un peu branlant, évidemment. Mais quand on parle de l'évolution vers un socialisme libéral à gauche, c'est de ça qu'on parle. Hein, on garde l'objectif redistributeur social-démocrate, mais sur la base du fait que seule l'économie de style néolibéral est capable de dégager les profits nécessaires à cette... Et le débat, à partir de là, s'engage sur le niveau de fiscalité, etc., la manière de gérer les impôts sur le capital et tout ce qu'on veut. Mais Macron avait une manière à lui de présenter ces réformes qui les rendait plus acceptables que ce qu'avait été ou la version stricte à la Hollande ou la version stricte à la Sarkozy, on faut jouer le jeu, et ou bien à la Hollande, on le fait sans le dire, à la marge. Il jouait carte sur table. Et c'est ça qui a fonctionné, je crois. Autre chose est qu'après, ça n'avait pas très bien marché. Parce que la martingale n'est pas au point, à mon avis. C'est un problème de fond par lequel il faudrait commencer. C'est est-ce que cette solution néolibéraliste dans le fonctionnement de l'économie, appareil redistributif par-dessus, fonctionne? Je ne le crois pas. Elle nous a mis dans un pétrin épouvantable. C'est qu'effectivement, la France a un problème de structure de sa dépense publique insurmontable, qui est qu'on finance, en fait, l'État social finance la mondialisation en autorisant ces dégâts. C'est la pire des solutions, parce que évidemment, ça interdit toute espèce. Par exemple, l'un des gadgets qui vont nous être servis d'abondance au cours des prochains mois, c'est la réindustrialisation. Mais sans se demander pourquoi il y a eu des industrialisations. Elle ne sort pas cette désindustrialisation ne vient pas de nulle part. Et si on ne se pose pas la question, on va continuer dans la même chose. On n'aura pas les moyens de cette véritable que supposerait cette réindustrialisation, et on va au contraire encourager des dégâts supplémentaires qui vont alourdir la charge sociale. C'est l'évidence, à mes yeux. Et dans la mise en œuvre, c'est son truc comme démarche, parce qu'insulter, comme disait mon voisin derrière, premièrement insulter les gens, deuxièmement parler de pédagogie, on parle de pédagogie, mais ils nous prennent pour qui? On est à l'école maternelle, enfin. Oui, non mais... Oui. Merci pour votre intervention. Je voulais dire quelque chose, parce que si on compare tous les présidents de la 5e République, il n'y en a eu aucun qui ont autant bradé de belles entreprises françaises au profit des États-Unis. Alors, vous parlez de redistribution. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir redistribuer? C'est vraiment, par exemple, Alstom. Est-ce qu'on peut faire une vraie politique énergétique sans Alstom? On n'a eu aucun président qui a ce bilan, parce qu'il a aussi bradé pendant qu'il travaillait pour Hollande. L'autre chose aussi que je voulais dire, c'est que les pays qui vont bien, ce sont des pays qui sont gouvernés par des scientifiques. Les Chinois, les présidents chinois et tout le gouvernement chinois, ce sont des scientifiques. Merkel était scientifique. Et c'est quand même un avantage. On vit dans une société technologique et scientifique par rapport à Macron qui est un pur littéraire et qui peut faire que du faux semblant.
On le présente comme le monsieur numérique qui n'y connaît rien. Il n'a aucune compétence. Donc quelle envergure il peut avoir, quelle pensée il peut avoir pour l'avenir. Il est obligé de s'entourer de plein de conseillers, et d'ailleurs c'est dit dans la presse, il a de multiples conseillers, mais ces conseillers sont souvent à la solde de certains. Alors, sur le premier point, Macron s'est retrouvé ministre des Finances à un moment d'accélération de la désindustrialisation. N'importe quel autre aurait fait exactement la même chose. Parce que ces entreprises, on les brade, l'État ne les possédait pas. C'est les actionnaires de ces entreprises qui voulaient en tirer un bénéfice consistant. Là, je ne crois pas qu'il ait eu une intention particulière, si ce n'est que les élites françaises, depuis 20 ans, n'attachent aucune importance à la désindustrialisation au motif qu'on est en train d'évoluer vers une société de services. Il y a un diagnostic global de stratégie économique selon lequel notre vocation, c'est les services, avec en particulier une accentuation toute particulière sur la vocation touristique de la France. Si vous lisez le dernier livre de Jérôme Fourquet et Casselli, là, qui est extrêmement intéressant, on voit très bien la manière dont cette option a été adoptée, et ils font un sort, et ils ont raison. Je n'avais pas du tout pris, personnellement, j'ai beaucoup appris en lisant leurs livres, je n'avais pas du tout pris la mesure de ce qu'avait signifié la création du parc Euro Disney dans la banlieue parisienne, qui a été vraiment une option des gouvernants français. C'est Fabius qui était à la manœuvre à l'époque en tant que ministre des Finances. C'est vers là qu'il faut aller. Le tourisme, les loisirs, la consommation. La France a les plus grandes entreprises, mettons à part Walmart aux États-Unis, qui est un truc géant, très particulier. Mais on a parmi les plus grandes entreprises de distribution du monde. C'est le choix des élites françaises mitterrandiennes au départ. La banque, on a des services financiers extrêmement développés. Ils n'ont pas réussi à faire tout à fait de la place de Paris ce qu'ils voulaient, mais enfin, ils se débrouillent. Voilà, il y a eu un choix qui est un choix complètement fou, puisque sur le papier, c'est très joli, mais en pratique, les gros des services qui sont porteurs, c'est les services à l'industrie. Alors, créer une alternative à service-industrie, c'est l'absurdité la plus complète qu'on puisse imaginer, et ça explique une part du marasme social de ce pays. Alors, sur votre deuxième point, je suis moins... je n'ai pas les informations qui me permettraient d'en juger, mais le caractère scientifique de la direction chinoise ne me saute pas aux yeux. Le marxisme, léninisme, confucianisme professé par M. Xi Jinping me paraît pas d'une doctrine scientifique très établie, mais je me trompe peut-être. Vous savez, on disait, vous vous en souvenez sûrement autant que moi, on disait la même chose des dirigeants soviétiques. Et c'était vrai, beaucoup d'entre eux avaient des diplômes d'ingénieurs, en veux-tu, en voilà. Il y avait des gens de l'aviation, de grands trucs sur la sidérurgie, etc. Je ne vois pas que ça les a menés à des solutions nécessairement optimales. Et dans le cas de Macron, moi je me méfie beaucoup de l'idée que la politique pourrait se résumer à des choix technologiques. Je pense qu'il y a autre chose dans le métier politique, auquel je crois qu'il est un vrai métier, qui est une... Non, mais le nombre de brevets et le nombre d'articles scientifiques, ce sont les Chinois... Ah, ça, vous avez absolument raison. Au premier rang depuis. Non, vous avez absolument raison. À la réserve, s'il vous me permettez, c'est un sujet que là, je connais bien, pour avoir battu à l'intérieur de l'université contre toute cette technologie bibliométrique. 80% de ces articles chinois sont absolument bidons quand ils ne relèvent pas du simple plagiat. C'est complètement factice.
Hein, et c'est pas le problème de la direction politique, c'est le problème des mœurs du monde académique. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Effectivement, les Chinois ont mis le paquet sur la recherche-développement, avec des succès d'ailleurs remarquables pour certains. Hein. Envoyer une capsule sur la face cachée de la Lune, c'est pas de la tarte. Ils sont des gens qui savent très bien faire. Essentiellement, d'ailleurs, il faut le dire, en pratiquant un pillage de données absolument invraisemblable. Hein. C'est le développement technologique chinois est assuré par le pillage hors des règles de la propriété intellectuelle. Donc là-dessus, il faut être très très calme. Non, mais allez dans les meilleures... Monsieur, on va laisser les autres poser des questions. Oui, non, mais allez dans les meilleures conférences scientifiques et vous allez voir que c'est faux, ce que vous dites. Mais c'est pas parce que dans les grandes conférences scientifiques où vous avez des milliers de gens, c'est pas parce que vous avez le plus grand nombre de participants que vous avez la qualité avec vous. Monsieur, attendez. S'il vous plaît, merci. Oui, bonsoir. Je voulais savoir pourquoi, si c'est une volonté de votre part ou si c'est un oubli, je suis un peu provocateur, surtout sur le... Ah mais je peux avoir remis les oublis, vous savez. Là, on est bien sur le bilan de Macron. Donc, il y a un phénomène pour moi important, c'est l'affaire Fillon, qui n'a pas été évoqué. Je me suis contenté de dire que Macron avait été très chanceux. À mon avis. Et de l'autre côté, un an après, c'est l'affaire Benalla. Ah bah oui, non mais là, écoutez, ce genre l'affaire Fillon, c'est une combinaison de deux choses, l'une ancienne, l'autre nouvelle. L'ancienne, c'est les coups bas en politique. Ça vient de son camp, certainement, c'est une vengeance. Et d'autre part, on a là-dessus la démence judiciaire qui s'empare du problème. Bon, voilà. Quant à l'affaire Benalla, ça n'a pas de rapport, si je puis dire, et c'est tout simplement, malheureusement, dans les systèmes autoritaires du style Ve République, tous les pouvoirs ont été toujours entourés de gens très peu recommandables. Je pense que si on allait regarder... Alors, Hollande était un peu un innocent de ce point de vue, mais je pense qu'on irait chercher de près, on trouverait aussi. Et Sarkozy, on l'a su. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a grand-chose à tirer de ces faits? Non. On prend une dernière question. Oui, merci monsieur pour la présentation et la conférence. Avec la digitalisation au maximum de l'argent, de la monétaire, tout ça, est-ce que l'Union européenne va mourir toute seule, en fait, elle aussi? Puisque ils veulent même faire passer, la BCE est prête à faire passer dans la crypto-monnaie son système financier. Elle n'aurait alors plus aucun intérêt. Et l'Union européenne, sans la BCE, c'est encore sans cœur. Voilà. Est-ce que ça va être là? Quel est le projet? Est-ce qu'il y a un stade plus élevé ensuite que l'Union européenne, l'Union planétaire, ou ça va comme ça, ils veulent juste se laisser aller en pensant en ne réfléchissant pas à l'avenir? J'avoue que je suis hors de mes capacités de vous donner une réponse compétente. Je comprends pas bien ces questions monétaires qui sont en train de s'agiter avec les crypto-monnaies et la tentative. Alors, ce que je vois bien, c'est la tentative du côté européen de neutraliser en fait, les économies souterraines en Europe qui sont extrêmement importantes. C'est le premier but de la monnaie de banque centrale numérique. C'est que vous ne pouvez plus avoir d'économie souterraine et c'est porté par toute une série de pays. L'origine de la chose, c'est la crise grecque, où la moitié du PIB, en gros, est en fait au noir. Bon, les gens ne payent pas d'impôts, etc., ou truandent le fisc à tous les étages. Et le moyen, la monnaie de ce qu'ils avaient, le nom barbare qu'ils ont déjà donné à ça, c'est un acronyme, la monnaie numérique de banque centrale, je crois.
Je crois que c'est ça. Je ne suis pas, encore une fois, du tout spécialiste de la question. Mais je crois que le but est un but utilitaire, dans un premier stade, avec en plus le renforcement créé par la crise du Covid, parce que ça permet de régler beaucoup plus facilement tout ce problème de la redistribution instantanée de revenus à des gens qui sont privés de revenus en cas de confinement ou des choses comme ça. Qu'est-ce que ça va en avoir comme conséquence ? Je suis absolument incapable de vous donner une réponse valable, je ne sais pas. Eh ben, une dernière. Alors, deux objections à ce que vous avez dit. Depuis 60... une question, on avait dit. Hein. Oui. Non, mais allez, une objection. Objection. C'est en 79, il y a déjà une campagne, vous dites que Macron a parlé de refondation de l'Europe. En 79, il y avait déjà des campagnes changeons l'Europe. Et autre chose, oui. Du fait que les Français refusent de sortir de l'Union européenne, ils ne risquent pas de refuser ou de ne pas refuser, parce que de toute façon, depuis 2005, il n'y a plus de consultation directe sur ce sujet. On n'est plus consulté. Et par exemple, Madame Royal a dit il n'est plus question de faire des référendums aux Français, puisque voilà, parce que c'est des grands enfants et on ne peut pas leur demander. Madame Royal est elle-même une grande enfant. Merci, Monsieur Gaucher. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.